Ma famille a envahi mon garage de travail, ne me laissant aucun endroit où coudre. J'ai payé 780 $ pour tout déplacer dans un garde-meuble au nom de mes parents puis j'ai remis la facture suivante à mes frères et sœurs. Maman était furieuse. Le moteur de la porte de garage grinça le long de son rail au-dessus de sa tête, diffusant un faible bourdonnement à travers les chevrons nus. Bellamy était à genoux sur le béton lisse, frais, portant le fantôme ténu d'une vieille huile de moteur en train d'appliquer une bande de ruban adhésif bleu en ligne droite sur le sol. Elle en coupa net l'extrémité avec l'ongle de son pouce et passa 2 doigts le long du ruban pour l'aplanir. Le garage était attenant à la maison et mesurait environ 10 pieds sur 20. Elle planifiait l'emplacement d'une table de découpe de 4 pieds sur 8, d'une paire de machines à coudre, d'un rayonnage, d'un portant à vêtements et d'un poste d'emballage pour les commandes. Tout pouvait rentrer, conclut-elle, à condition de conserver suffisamment d'espace pour tourner autour de la table et travailler convenablement. Elle se releva, épousseta la poussière de son jean et observa le quadrillage bleu qu'elle venait de tracer. Le bungalow lui avait coûté la modeste somme de 119 000 $, acheté grâce à un prêt obtenu alors qu'elle occupait encore un emploi salarié en entreprise. Elle avait signé l'acte de vente fin février. Dès la première semaine de mars, ce même poste n'existait plus, et l'activité de couture qu'elle menait en parallèle était devenue sa seule source de revenus. Entre son apport initial, les frais de notaire et une série de réparations urgentes de plomberie, ses économies avaient fondu pour ne laisser qu'une mince réserve de secours d'un peu plus de 4 000 $. Les comptoirs en stratifié gondolés de la cuisine et le simple réfrigérateur blanc lui rappelaient chaque matin que l'achat d'une maison ne l'avait pas rendue riche. Pourtant, le garage lui offrait ce dont elle avait désespérément besoin. Sa deuxième chambre, d'à peine 9 pieds sur 10, était déjà encombrée, un bureau, un meuble classeur pour les patrons, un portant de vêtements clients, des rouleaux de matériel d'expédition. La porte était trop étroite pour y faire entrer une véritable installation de découpe. L'ancien propriétaire avait toutefois isolé les murs du garage et installé un radiateur électrique dédié sur son propre disjoncteur, faisant de cette pièce le seul espace de la maison capable d'accueillir un flux de travail complet pour les retouches et la confection en petite série. Une fois l'atelier installé ici, la voiture stationnerait simplement dans l'allée. Son téléphone vibra contre sa hanche, dans la poche arrière de son jean. Griff, son frère aîné. « Salut », dit-il. Le vent et le vrombissement des voitures saturaient la ligne. « Tu es à la maison ? Je prends les mesures du garage pour mon matériel, répondit Bellamy en poussant du bout de sa basket une bande de ruban pour l'ajuster. Super. Écoute, maman et papa sont en train de donner le dernier coup de collier pour la maison de North Olmsted. Est-ce que je peux stocker quelques affaires dans ton garage pendant une semaine ? Il ne prit pas la peine de demander si elle avait de la place, ni si cela perturberait l'aménagement qu'elle était en train de planifier. Il avait entendu le mot « garage » et l'avait immédiatement converti en surface disponible. Sa propre maison à Westlake était pleine, expliqua-t-il, les enfants avaient colonisé le sous-sol avec leurs écrans de jeu et leur équipement de sport. Bien sûr, répondit Bellamy. Le mot lui échappa avant même qu'elle ne puisse le retenir. C'était le réflexe automatique de la cadette, l'enfant fiable qui avalait le désagrément pour que personne n'ait à insister. Ce ne fut qu'après s'être engagée qu'elle pensa à demander « Qu'est-ce que tu entends par quelques affaires ?» Griff arriva dans l'allée 1 heure plus tard au volant de son SUV. Il en sortit 3 cartons denses remplis de manuels universitaires et de vieux cours, un énorme sac de hockey en toile, ainsi qu'un ensemble table et chaises d'occasion démontées en pièces détachées. Ces meubles, affirma-t-il, pourraient valoir quelque chose pour un restaurateur un jour. Tu facilites toujours tout, Belle, dit-il en lui tapotant brièvement l'épaule avant de remonter à la place du conducteur. Ils devaient rejoindre la maison de leurs parents. Bellamy le regarda partir. Facile, un mot qu'elle avait passé des années à confondre avec de l'affection. Une irritation légère et serrée monta dans sa poitrine, mais elle transforma aussitôt ce sentiment en problème logistique. Elle traîna les 3 cartons et le sac de hockey contre le mur de gauche, rangeant soigneusement les éléments de la table à côté pour ne pas bloquer la porte intérieure. Puis elle ferma la maison à clé et s'engagea sur l'île 480 Ouest, en direction de la vaste maison coloniale de North Olmsted où ils avaient tous grandi. La maison était le théâtre d'un déménagement chaotique, accumulation de 35 ans de vie soumise à une date butoir. La visite de contrôle de l'acheteur était prévue pour le lundi matin. Le dimanche soir, la maison coloniale de 4 chambres devait être entièrement vide. Bellamy trouva ses parents dans le salon, entourés de cartons à moitié pleins, de devoirs d'école, de photographies encadrées et du service de porcelaine de mariage.
Une équipe de collecte d'association devait arriver l'après-midi même, mais sa mère, Blit, avait manifestement du mal à se séparer des objets. Quand l'équipe arriva enfin et commença à charger le camion, Blit se tenait près de la porte d'entrée ouverte. Elle aperçut une décoration de Noël artisanale décolorée au fond d'un carton destiné aux dons. Elle tendit la main, sortit la décoration, la contempla pendant plusieurs secondes, puis retira l'intégralité du carton. « Où est-ce qu'on met ça ?» demanda son père, Wendell, tenant une pile de cartons aplatis. Durant tout le déménagement, son attitude s'était résumée à une neutralité lasse. Il portait ce qu'on lui tendait et répétait invariablement, « Comme vous voulez, décidez entre vous. » Belle à son garage, lança Griff depuis le pas de la porte de la cuisine. Wendell posa le carton à côté d'une petite pile qui se formait déjà contre le mur. Bellamy ouvrit la bouche, puis la referma. Le reste de la famille fonctionna avec la même efficacité tacite. Laurel, la sœur aînée de Bellamy, debout avec son manteau, affirma qu'elle n'avait pas de place dans sa maison de Parma Heights pour 3 cartons de vêtements de bébé, les barrières du berceau ou sa poussette double. Son frère Nolan, qui vivait dans un studio exigu à Lakewood, choisit une petite pile de ses propres livres et les porta jusqu'à sa voiture, ignorant poliment le monticule grandissant des surplus. Bellamy hérita de tout le reste. À la fin de l'après-midi, 6 cartons appartenant aux parents et décorations de fête, photos, dossiers scolaires, porcelaine de mariage et autres archives familiales étaient étiquetés pour une livraison temporaire chez Bellamy. Bellamy rentra chez elle dans sa propre voiture, buvant à petites gorgées un café tiède dans un gobelet en carton, tandis que Wendell la suivait dans une camionnette de location. Ils déchargèrent les barrières du berceau de Laurel, l'encombrante poussette double et ses 3 cartons de vêtements de bébé, suivis des 6 cartons des parents. Pendant le déchargement, la voix de Laurel résonna faiblement via le haut-parleur du téléphone de Wendell, « C'est juste temporaire, Belle. Juste le temps que papa et maman soient installés. » Blit, portant l'un des cartons les plus légers, tapota le carton, « Ce sont des souvenirs de famille. On va trier ça très bientôt. » Lorsque la camionnette repartit, exactement 12 cartons se dressaient en 3 groupes de propriétaires le long des murs du garage, flanqués du sac de hockey de Griff, de la poussette et des barrières de berceau de Laurel, ainsi que de la table et des chaises démontées. Le reste du surplus de Wendell et Blit, 7 cartons, plusieurs sacs poubelles noirs d'effets personnels et une bibliothèque en panneaux de particules gondolées étaient partis directement dans le petit garage attenant de leur nouveau logement pour seniors de 900 pieds carrés près de Westlake. Contraignant Wendell à garer sa voiture dehors pour un avenir indéfini. Bellamy resta seul dans son garage. Une surface surprenante de béton était encore visible. C'était presque pire, quiconque jetait un coup d'œil à l'intérieur aurait pu dire qu'il restait largement de la place. Ce qu'elle n'avait plus, en revanche, c'était un espace de travail ininterrompu suffisamment grand pour l'aménagement qu'elle avait mesuré le matin même. Elle s'avança vers sa table de découpe pliante provisoire et en déplia les pieds métalliques. Elle la remit debout et la fit glisser vers le ruban bleu. Le coin arrière gauche heurta le flanc de l'un des cartons de vêtements de bébé de Laurel dans un bruit sourd. Bellamy regarda la boîte, puis le ruban adhésif en dessous. Elle ne repoussa pas le carton. Au lieu de cela, elle s'agenouilla, décolla le ruban bleu et décala une partie du tracé de plusieurs centimètres afin de préserver un passage praticable entre la porte de la maison et l'ouverture du garage. Elle replia la table et l'appuya contre le mur. Elle sortit dans l'allée et composa son code sur le clavier extérieur. La porte de garage vibra le long de ses rails, descendant lentement pour se refermer sur les 12 cartons et les lignes bleues modifiées de son avenir. Au début du mois d'avril, la table de la salle à manger de Bellamy s'était transformée en un relief mouvant de sacs en toile, de craies de tailleur, de vêtements de clients et d'étiquettes d'expédition. Elle effectuait ses retouches rémunérées à la lumière du matin, ramassant soigneusement les fils coupés et les épingles chaque fois qu'elle devait prendre un repas. Le garage n'était pas plein à craquer, ce qui rendait le problème encore plus difficile à expliquer. Elle pouvait encore y entrer. Elle pouvait encore voir le béton. Mais aller chercher une nouvelle bobine impliquait de contourner la poussette de Laurel et de se faufiler derrière l'un des cartons de Griff. Prendre des cartons d'expédition plats contre le mur exigeait de déplacer un coin de ses meubles démontés. La table de découpe ne pouvait être ouverte qu'à moitié, sous peine de bloquer le passage entre la porte intérieure et la sortie du garage. La semaine, promise par Griff s'était écoulée depuis longtemps. Les cartons ne bougeaient pas physiquement, mais ils semblaient s'enraciner un peu plus chaque jour dans l'espace. Blit considérait la situation comme totalement réglée. Lors d'un appel le mardi après-midi au sujet des rangements insuffisants de la cuisine de son appartement,
elle modifia l'échéance avec désinvolture, on va juste avoir besoin que tu gardes ces affaires jusqu'à ce qu'on sache ce que chacun veut récupérer, dit-elle. Bellamy, debout sur le seuil de la cuisine, regarda vers le garage, tu penses que ce sera quand? Oh, je ne sais pas. Quand les choses se seront tassées. Cette phrase effaçait la promesse initiale d'une semaine de griffes sans que personne n'ait à reconnaître le changement. Lorsque Bellamy mentionna avec tact à ses frères et sœurs le manque croissant d'espace de travail, ils lui opposèrent la logique inébranlable de personnes dont les propres maisons étaient déjà agencées à leur convenance. Griff fit remarquer que Bellamy était la seule à posséder un garage fonctionnel. Laurel envoya par message la liste de ses propres contraintes, son télétravail, ses 3 enfants et une maison à Parma Heights sans sous-sol aménagé. Leurs contraintes étaient réelles, la table de découpe de Bellamy l'était tout autant. Pourtant, chaque conversation se terminait sur l'idée implicite que son entreprise pouvait s'adapter plus facilement que leur foyer. Elle commençait à comprendre que plus personne n'attendait son autorisation, mais elle continuait à chercher une solution qui permettrait à chacun de se sentir accommodé. Ce soir-là, Bellamy rédigea un message dans le groupe familial. Elle écrivit, effaça et réécrivit, lissant soigneusement les angles de sa demande. La version finale était précise mais douce, « Salut tout le monde, mon volume de travail augmente et j'ai vraiment besoin du garage pour mon atelier. Je serai à la maison toute la journée le premier samedi de mai. Est-ce que chacun pourrait prévoir de passer récupérer ses affaires? » Elle leur mettait à disposition le samedi entier pour que personne n'ait à se coordonner avec les autres. C'était une marque de résistance, mais emballée de manière à leur convenir parfaitement. Les réponses arrivèrent l'une après l'autre. Griff répondit, on va essayer. Laurel écrivit, mai est un mois de folie pour nous. Je ne peux rien promettre pour ce samedi. Sa mère envoya pour seule réponse un emoji cœur rouge. Son père ne répondit pas du tout. Bellamy interpréta ce silence comme un accord. Pour elle, le rendez-vous du samedi était fixé. Elle s'attendait à les voir venir. Plus tard dans la nuit, Nolan lui envoya un message privé, je te confirme juste que je n'ai rien dans cette pile, c'est bien ça? C'est bien ça, répondit Bellamy. Super. Il ne prit aucunement sa défense publiquement dans la discussion de groupe. Bellamy reposa son téléphone. Quand le premier samedi de mai arriva, elle emprunta un diable à 2 roues rouillé à sa voisine Corliss. Avant le petit déjeuner, elle dégagea sa voiture de l'allée, prépara une cafetière et ouvrit la porte du garage. Elle travailla avec méthode. Elle transporta le sac de hockey et les 3 cartons de griffes sur le côté gauche du seuil, faisant pivoter les éléments de la table pour qu'ils puissent être chargés sans démontage supplémentaire. Elle regroupa les barrières du lit, la poussette double et les 3 cartons de vêtements de bébé de Laurel sur la droite. Elle aligna au centre les 6 cartons d'archives des parents. Elle rassembla même la visserie du lit et de la table dans des sachets plastiques transparents étiquetés avec soin, afin que personne ne puisse prétendre que les affaires n'étaient pas prêtes. Puis elle attendit. Le café refroidit dans sa tasse. La fraîcheur matinale se dissipa à mesure que le soleil gagnait le sol en béton. Dans la rue, les tondeuses du voisinage s'ébrouèrent, vrombirent au loin, s'arrêtèrent pour le déjeuner, puis reprirent. Le diable resta immobile et parfaitement inutile à côté des 3 groupes d'affaires intacts. Griff ne donna aucune nouvelle. Laurel ne vint jamais. Blit n'appela pas. Wendell ne se montra pas. À 17h30, les ombres s'étaient allongées dans l'allée. Bellamy fixa les piles bien nettes, acceptant le fait que son attente venait simplement de lui faire perdre une nouvelle journée de travail. Seule, elle commença à défaire les préparatifs. Les morceaux de table durent être tournés en diagonale pour reprendre leur place le long du mur. Elle s'arrêta sur le seuil, essoufflée, pour resserrer la sangle autour du lourd carton de livres universitaires de Griff. Corliss remonta l'allée pour récupérer son diable. Elle regarda les cartons, puis Bellamy, tu redéménages. Non, dit Bellamy en s'essuyant le front. C'est juste temporaire. Bellamy fit rouler le dernier carton à l'intérieur. Elle entendit sa propre voix résonner faiblement dans le garage et réalisa à quel point elle ne croyait plus au mot « temporaire ». À l'intérieur de la maison, une quantité de toile suffisante pour confectionner 12 sacs attendait, encore non coupés, sur une chaise de la salle à manger. L'agencement de sa table à manger pouvait supporter les retouches et les petites commandes, il ne pouvait pas absorber le volume qu'elle commençait à recevoir si le garage restait inaccessible. Choisir d'attendre commençait à lui faire perdre des revenus. Cette nuit-là,
elle trouva une annonce pour un petit atelier privé dans un vieil immeuble commercial à usage mixte, le long du couloir de Central Brook Park Road. Le local était basique et autorisait les travaux textiles silencieux. Le loyer s'élevait à 475 $ par mois, charges comprises. Le propriétaire exigeait un engagement de 6 mois, allant de mai à fin octobre, soit un total fixe de 2850 $. Bellamy signa le bail électronique depuis son téléphone. Elle n'en parla pas à sa famille. Elle espérait toujours régler le conflit en privé, préservant ainsi sa réputation de fille qui ne compliquait jamais la vie de personne. Avant de dormir, Bellamy sortit dans l'allée et entra son code sur le clavier extérieur. La porte se referma sur les cartons intacts. Elle avait opté pour une solution de contournement coûteuse et personnelle, tout cela parce qu'elle n'arrivait pas encore à prononcer fermement le mot « non ». Le trajet entre le bungalow de Garfield Heights et le local de Central Brook Park Road prenait environ 15 minutes en dehors des heures de pointe. En roulant vers l'ouest sur l'île 480, Bellamy se convainquit que ce bail de 6 mois était un investissement raisonnable, une façon d'acheter la paix pendant que sa famille s'organisait. L'espace était pratique mais exigu. Il était juste assez grand pour accueillir sa table de coupe de 4x8 pieds, 2 machines à coudre, un portant à vêtements, une étagère à tissu et un poste d'emballage. Chez elle, elle ne pouvait utiliser la salle à manger que pour une seule étape de travail à la fois, chaque transition exigeait de débarrasser les vêtements, de replier le matériel et de tout réinstaller avant de pouvoir continuer. Avec l'arrivée régulière de commandes de retouches et de sacs en toile, ces réorganisations constantes avaient commencé à empiéter sur les heures nécessaires pour respecter ces délais. Ici, tout le flux de production pouvait rester en place. Il n'y avait presque aucun espace libre une fois tout installé, mais pour sa charge de travail habituelle, l'atelier fonctionnait. Après avoir payé son prêt immobilier, ses charges et ses frais professionnels fixes, le loyer de 475 $ absorbait près d'un tiers de ce qui lui restait habituellement. En déballant ses machines, elle ressentit une fierté discrète quant à son autonomie. Elle avait résolu le problème immédiat, mais payer ce premier mois de loyer donnait également aux décisions repoussées de sa famille un coût financier mensuel bien réel. Elle ne mentionna pas l'atelier dans le groupe de discussion. Révéler son existence aurait transformé ces cartons prétendument temporaires en un conflit ouvert. En juin, l'encombrement s'aggrava. Le mari de Laurel arriva au bungalow un mardi après-midi sans prévenir, au volant d'une camionnette de prêt. Il abaissa un chariot de déménagement sur l'allée, révélant un piano numérique endommagé. Plusieurs touches en plastique étaient ébréchées ou manquantes. Le corps de l'instrument avait été séparé de ses pieds et du pédalier pour le transport. Il provenait du sous-sol de Laurel à Parma Heights, et non de la maison vendue de North Olmsted. Laurel m'a dit que tu étais d'accord, déclara-t-il à Bellamy. Son ton était pragmatique, dénué de toute agressivité. Il ne faisait que répéter ce qu'on lui avait dit. Bellamy se tenait sur le seuil. Le dernier PAN de mur libre du garage accueillait encore 2 de ses bacs de tissu, une étagère pliante, une pile de cartons d'expédition plats et un petit portant. Pendant une fraction de seconde, il sembla attendre que Bellamy le contredise. Elle ne le fit pas. Son réflexe de conciliation prit le pas sur sa capacité de refus. Elle ramassa un bac de tissu et le porta à l'intérieur, le posant à côté du canapé du salon. Elle glissa le second bac sous la table de la salle à manger. Elle appuya l'étagère pliante dans le couloir, empila le matériel d'emballage contre le mur de la cuisine et coinça le portant dans sa petite chambre bureau de 9x10 pieds, l'insérant entre son bureau et les classeurs de patron. Ce ne fut qu'une fois son matériel déplacé que le piano put entrer. Le mari de Laurel l'aida à franchir le seuil avec le corps du meuble pour le déposer sur une couverture de déménagement pliée sur le béton. Les pieds détachés et le pédalier furent posés à côté. Le corps du piano reposait directement en travers de l'emplacement délimité au ruban adhésif pour la table de découpe. Lorsque la camionnette s'en alla, le garage ne possédait plus le moindre espace de travail continu pour l'installation de Bellamy. Ce soir-là, elle envoya un message plus ferme sur le groupe familial, plus aucun carton dans le garage. J'ai besoin de cet espace pour travailler. Elle n'exigea pas encore que l'on retire ce qui s'y trouvait déjà. Blitt ne répondit pas sur le groupe. Elle l'appela directement en privé. Je ne savais pas que quelques cartons posaient autant de problèmes, dit Blitt. Sa retenue mit plus de pression sur Bellamy que n'aurait pu le faire la colère. Elle lui rappela qu'elle et Wendell essayaient toujours de faire tenir toute leur vie dans leur appartement. Bellamy se mit à trop se justifier. Elle énuméra les étagères, le tissu déplacé, la table de découpe,
l'atelier loué, le loyer et la nécessité de faire circuler les vêtements le long d'une chaîne de travail. À chaque justification, elle s'entendait traiter son propre besoin d'utiliser sa propre maison comme quelque chose qu'elle devait prouver. Blythe écouta en silence. Quand Bellamy eut terminé, Blythe dit simplement « Je pensais pouvoir compter sur toi jusqu'à ce qu'on soit installé. » Il n'y avait aucune ironie dans la voix de sa mère. Elle semblait sincèrement déçue. Bellamy sentit une bouffée de honte brûlante lui monter au cou. Pendant une terrible seconde, elle faillit s'excuser. Au lieu de cela, elle dit « Je dois retourner travailler ». Après avoir raccroché, elle resta dans la cuisine à fixer le bac de tissu posé à côté du canapé, rejouant malgré elle la conversation en boucle. En juillet, le coût réel de cet arrangement devint évident. Une petite boutique qui vendait les sacs en toile de Bellamy lui proposa un contrat de vente en gros pour 24 vestes doublées, en 2 couleurs et 4 tailles. Cela représentait environ $3200 de chiffre d'affaires brut pour la collection d'automne de la boutique, avec une livraison prévue sous 5 semaines. La boutique demandait une confirmation sous 48 heures. Après avoir terminé ses retouches de la journée, Bellamy resta tard à l'atelier de Brook Park pour étudier la commande de veste avant de donner sa réponse. L'atelier pouvait accueillir la découpe et la couture. Le problème venait de tout l'espace qu'une série de 24 vestes allait occuper autour de son flux de travail quotidien. 24 vestes doublées signifiaient des rouleaux de tissu extérieur et de doublure, de l'entoilage, des piles de pièces découpées, des vêtements partiellement assemblés et des pièces finies en attente de livraison. Ces commandes de retouche habituelles avaient toujours besoin du portant, des 2 machines et d'un accès dégagé à la table de découpe. Elle pouvait couper les vestes ici. Elle pouvait les coudre ici. Ce qu'elle ne pouvait pas faire, c'était faire progresser une série de 24 pièces à travers plusieurs étapes de fabrication sans empiéter sur le travail qui remplissait déjà la pièce. Réduire les retouches pendant 5 semaines signifierait renoncer à des revenus réguliers et sûrs. Louer un espace supplémentaire à court terme réglerait le problème de capacité, mais uniquement en ajoutant une dépense majeure. Debout dans la pièce étroite, elle fit ses calculs, le tissu, la doublure, l'entoilage, la mercerie, les frais de transaction et la livraison coûteraient entre $1300 et $1450. Il lui resterait environ $1750 à $1900 avant impôt. Répartis sur plus de 100 heures de travail, cela équivalait à environ $18 de l'heure. Louer un espace d'appoint absorberait une grande partie de ce bénéfice. Avant la fin des 48 heures, Bellamy envoya un email professionnel pour décliner la commande. Pas de crise de larmes, juste le clic silencieux du bouton d'envoi. À cette date, elle avait déjà payé $1425 de loyer pour les mois de mai à juillet. Plus tard dans la semaine, Corliss passa au bungalow avec un sac en papier. À l'intérieur se trouvaient 6 chemises boutonnées ayant appartenu à son défunt mari. Elle souhaitait en faire un édredon de genou. « J'ai déjà donné tout le reste », expliqua Corliss. Bellamy déplia les chemises une par une. « Quelles sont les parties les plus importantes pour vous ?» Corliss désigna une poche de poitrine, un poignet usé et un petit logo d'entreprise brodé près d'un col. Celle-ci. Elle n'expliqua pas ce que chaque morceau représentait, elle regarda simplement Bellamy coller un morceau de ruban adhésif sur la première chemise et y inscrire une note soigneuse au feutre. Bellamy étiqueta chaque vêtement l'un après l'autre, puis les replaça dans le sac sur la table à manger. Après le départ de Corliss, Bellamy prépara un repas simple et mangea debout près de la cuisinière. Elle regarda les 6 chemises pliées sur sa table, puis tourna les yeux vers le garage. Les décisions sans cesse repoussées de sa famille lui avaient désormais confisqué son espace de travail chez elle, lui avaient coûté une solution de secours commercial payante, et lui avaient fait perdre une opportunité professionnelle qu'elle n'avait pas pu accepter. Pour la première fois, elle se surprit à moins penser à la façon de rendre la situation confortable pour tout le monde, et davantage à ce qui pourrait enfin y mettre un terme. Au début du mois d'août, l'atelier loué de Brook Park Road sentait légèrement l'huile de machine à coudre et la poussière chaude. Bellamy se tenait à la table de découpe, ses lourds ciseaux glissant avec précision dans la popeline bleu pâle de l'une des chemises du mari de Corliss. Elle travaillait méthodiquement, préservant la poche demandée, le poignet gauche usé et le petit logo brodé. Elle écarta les coutures effilochées et les parties abîmées que Corliss n'avait pas demandé de garder, puis disposa les pièces utilisables sur la table selon un motif pratique pour une couverture de genou. Le travail était minutieux, chaque coupe exigeait de décider ce qui devait rester et ce dont on pouvait se séparer. Tard un vendredi, un violent orage d'été frappa Garfield Heights. La pluie battit la façade du bungalow et ruissela en trombe sur l'allée.
Bellamy passa la majeure partie du week-end à travailler à l'atelier de Brook Park et ne retourna dans son garage que le lundi matin. Elle ouvrit la porte intérieure et s'arrêta net. Une trace d'humidité s'étendait sur une partie du béton, près de la porte principale du garage. L'eau de ruissellement s'était infiltrée sous le joint inférieur usé et recourbé, atteignant le mur de droite. Deux coins inférieurs de l'un des cartons de vêtements de bébé de Laurel étaient sombres, le carton ramolli et affaissé. En se penchant, Bellamy perçut une odeur aigre et de moisi. Elle ouvrit les rabats, plusieurs vêtements du fond étaient humides. Sur quelques plis, de petites taches gris-vert commençaient à se former. Bellamy prit 2 photos du carton endommagé et les envoya sur la discussion de famille. Griff répondit en quelques minutes, « Si c'est fichu, jette-le. » La réponse de Laurel suivit presque aussitôt, « S'il te plaît, ne jette rien de tout ça. » Blit intervint en dernier, « Est-ce que tu peux laver les vêtements pour elle, Belle ?» Bellamy fixa l'écran. Elle se voyait déjà faire une machine, sécher les petits habits, acheter un bac en plastique de remplacement et dire ensuite à Laurel que tout allait bien. Son cerveau avait commencé à résoudre le problème avant même qu'elle n'ait consciemment accepté de s'en charger. Elle posa son téléphone. Enfilant des gants de travail en cuir épais, Bellamy retourna vers le carton. Elle ouvrit entièrement les rabats et sortit les vêtements humides pour éviter qu'ils ne restent au contact du carton détrempé. Elle les étendit sans les serrer sur un séchoir pliant à côté d'un bac en plastique propre. Elle n'en lava pas un seul. Puis elle ouvrit la discussion, « Ils doivent quitter le garage d'ici dimanche. » La phrase était courte. Elle savait qu'ajouter des justifications ne ferait que fournir des arguments de dispute. Laurel répondit que ce week-end était vraiment compliqué pour sa famille. Bellamy regarda son écran, les pouces suspendus au-dessus du clavier. Elle ne proposa pas d'apporter le bac chez sa sœur. Elle ne proposa pas de faire la lessive. Elle retapa l'échéance, ils doivent partir d'ici dimanche. Le samedi soir, les vêtements étaient secs au toucher et Bellamy les rangea dans le bac en plastique. Quand le dimanche arriva, Bellamy resta à l'intérieur de la maison. Elle ne dégagea pas l'allée avant le petit déjeuner. Elle n'emprunta pas de diable et n'avança pas les affaires sur le seuil. Elle ne prépara pas de café pour une équipe imaginaire. Elle resta assise à sa table de salle à manger, à épingler un ourlet. À 15 heures, le mari de Laurel entra dans l'allée au volant du crossover familial. Bellamy sortit à sa rencontre. L'arrière du véhicule était encombré de sièges auto, d'équipements de football et de sacs de course réutilisables. Il y avait assez de place pour le bac en plastique, il n'y en avait pas pour les barrières de lit, la lourde poussette, le piano et ses pièces détachées, ni pour les 2 cartons de vêtements de bébé intacts restés dans le garage. Le déplacement semblait l'ennuyer légèrement, mais il n'était pas agressif. « Rien d'autre n'a pris l'eau ?» demanda-t-il en soulevant le bac. « Le reste est sec » dit Bellamy en restant en retrait. Mais Laurel doit toujours planifier un créneau pour venir tout chercher. Il hocha la tête, chargea le bac et repartit. Bellamy resta dans l'allée. Le groupe d'affaires de bébé de Laurel ne comptait plus que 2 cartons intacts. Les affaires d'un propriétaire avaient enfin franchi la porte parce que Bellamy avait fixé une date précise et l'avait réitérée au lieu de formuler une nouvelle offre d'aide. Le soulagement vint d'abord, suivi par la peur. Elle imaginait déjà Laurel appelant Blit. Elle pouvait imaginer les termes, froide, difficile, faisant des histoires pour un rien. Bellamy laissa ses sentiments peser dans son estomac. Plus tard dans l'après-midi, une fois le béton sec, Bellamy remplaça le joint inférieur usé de la porte de garage et installa un seuil en caoutchouc. Pour le test final, elle ferma la porte et laissa l'eau du tuyau d'arrosage couler vers le seuil pendant plusieurs minutes. Le bord intérieur resta parfaitement sec. 2 jours plus tard, debout au centre du garage, elle fit l'inventaire des lots visibles sans ouvrir les cartons scellés, Griff, Laurel, papa et maman. Puis elle rédigea un nouveau message collectif, cette fois assorti d'une conséquence claire et nette. Merci de récupérer tout ce qui vous appartient d'ici le 15 septembre. Je serai chez moi ce jour-là de 9 h à 18 h. Tout ce qui restera après cette date sera transféré, rien ne sera jeté dans un garde-meuble climatisé à proximité pour le mois d'octobre. Je vous donnerai les créneaux de récupération, et chaque propriétaire devra retirer ses affaires avant le 31 octobre. Le garage redevient mon atelier de travail en octobre. Les réponses arrivèrent au compte-gouttes. Griff plaisanta sur son avis d'expulsion, puis écrivit « Ça marche. Si je ne peux pas passer, déplace les miennes. »
Laurel qualifia la date limite d'inutile avant d'ajouter « D'accord, si on ne peut pas venir avant le 15, déplace nos affaires. Il nous faudra un samedi pour les récupérer. » Wendell écrivit « Si on n'est pas passé, déplace tout ce qui est marqué papa et maman. Je m'occuperai de la récupération. » Blitt conclut « D'accord, déplace les nôtres si Wendell ne peut pas venir. » Bellamy fit des captures d'écran de la discussion. Elle n'adoucit pas les dates. Elle ne proposa pas de faire le tri à leur place. Au fil des jours, les messages ordinaires reprirent sur le groupe familial. Personne ne demanda de rendez-vous pour venir chercher ses affaires. À l'atelier de Brook Park, Bellamy travaillait sur une robe bleu marine pour une bibliothécaire qui partait au mariage de son cousin ce week-end-là. Elle reprit la taille là où elle l'avait épinglée lors de l'essayage, cintrant la robe juste assez pour lui donner une forme sans modifier le tombé de la jupe. À la maison, le garage restait inchangé. La date sur le calendrier approchait. Les 2 premières semaines de septembre se résumèrent à une période d'évitement silencieux. Sur le calendrier mural de la cuisine de Bellamy, le 15 restait encerclé d'encre rouge. Dans la discussion de groupe, la routine numérique se poursuivait sans accroc, Griff envoyait des nouvelles du tournoi de foot de ses enfants, Blitt partageait un lien vers une recette de gratin de pâtes, Laurel se plaignait des bouchons sur LI 480, et Wendell restait quasiment silencieux. Personne ne demanda de rendez-vous de récupération. Personne ne parla de camionnette, de samedi ou du garage. À l'atelier de Brook Park Road, Bellamy, assise sous le bourdonnement des néons, regardait la date de fin de son bail en octobre. Le dernier mois était déjà engagé dans le contrat de 6 mois, que le garage soit prêt ou non, l'argent était déjà dépensé. En cousant, elle passait en revue les excuses qu'elle s'imaginait pour chacun d'eux. Laurel était débordée par 3 enfants, Griff voyageait pour ses réunions commerciales régionales, Wendell et Blitt étaient épuisés par l'espace exigu de leur nouvel appartement. Toutes ces réalités pouvaient être vraies. Mais les cartons étaient toujours chez elle. Le 15 septembre, Bellamy déverrouilla le garage et resta chez elle de 9h du matin à 18h. Elle travailla à la table de la salle à manger, s'arrêtant chaque fois qu'un véhicule ralentissait dans sa rue. Aucun véhicule ne tourna dans son allée. Personne n'appela pour demander un délai de dernière minute. À 18h, les cartons étaient exactement là où ils se trouvaient le matin. Le lendemain à son réveil, Bellamy ne réserva pas immédiatement de déménageur. Elle prépara du café. Elle regarda par la porte de la cuisine en direction du garage. Peut-être ce week-end? Peut-être que Griff allait appeler? Peut-être qu'un jour de plus permettrait à quelqu'un d'autre de régler le problème sans l'obliger, elle, à jouer les empêcheuses de tourner en rond? Elle détestait la façon dont cet espoir lui était familier. L'après-midi même, elle acheta un rouleau d'étiquettes d'expédition et un gros marqueur noir. Elle commença à photographier et à étiqueter les lots visibles afin de bien distinguer les affaires de Griff de celles de Laurel, et celles de sa fratrie des archives de ses parents. Les 6 cartons des parents contenaient des photos, la porcelaine de mariage, des papiers scolaires, des décorations de fêtes et d'autres souvenirs appartenant toujours à Wendell et Blitt. Bellamy ne considéra pas l'étiquette « famille » comme une autorisation de répartir leur contenu entre ses frères et sœurs. Vers le centre de la pile se trouvait un lourd carton portant l'inscription manuscrite, papier de maman, tracé de l'écriture arrondie de Blitt. Ses rabats supérieurs n'étaient pas scellés et l'un des côtés s'était fragilisé au point de bomber vers l'extérieur. Bellamy prit un rouleau de ruban adhésif d'emballage pour consolider le carton avant tout déplacement. Alors qu'elle maintenait les rabats supérieurs, une feuille de cahier plié glissa à demi et se coinça contre le bord du carton. C'était un brouillon manuscrit qui n'avait jamais été envoyé. Bellamy reconnut l'écriture de sa mère, bien que l'encre fût passée et l'écriture plus serrée, plus jeune. Elle lut la formule d'appel, adressée à la propre mère de Blitt. En dessous, 1 ou 2 lignes visibles disaient « Les cartons prennent toute la place au sous-sol depuis 2 ans maintenant et nous avons vraiment besoin d'une décision sur ce que… » Bellamy se figea. Elle n'en lut que le strict nécessaire pour comprendre de quoi il s'agissait, puis reglissa délicatement la feuille sous le rabat. Elle ne fouilla pas dans le carton. Elle n'envisagea pas une seconde de citer cette phrase dans la discussion de famille. Pendant plusieurs secondes, elle resta immobile, une main posée sur la bordure renforcée du carton. Elle essaya d'imaginer Blitt plus jeune, debout dans un autre sous-sol, regardant les cartons d'une autre personne. La colère dans la poitrine de Bellamy se déplaça. Elle ne disparut pas, elle changea de nature. Elle pouvait comprendre comment un schéma familial se mettait en place,
sans pour autant se porter volontaire pour le perpétuer. Nolan passa la voir le lendemain soir après son travail, encore chaussé de ses bottes de chantier sombres. Il s'appuya contre le chambranle de la porte et regarda les étiquettes blanches collées sur les cartons. « Donc la date limite est passée, dit-il. » Bellamy ajusta une pile de papier d'emballage, personne n'est venu. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ? » « Je ne sais pas. Je suppose que je vais attendre de voir si Griff peut venir ce week-end. Il a généralement du temps le dimanche. » Nolan mit les mains dans ses poches. « Si tu continues à repousser au week-end suivant, ce n'est une nouvelle date limite que s'il se passe réellement quelque chose après. » Il ne lui dit pas quoi faire. Il laissa simplement la phrase en suspens. Bellamy regarda le sol. Après le départ de Nolan, elle s'assit sur le canapé, ouvrit le navigateur de son téléphone et chercha des centres de stockage le long de Brook Park Road. Elle compara les box intérieures, la climatisation, les horaires d'accès et les dimensions. Elle ne réserva rien pour le moment. Par un samedi matin ensoleillé de fin septembre, Bellamy rentrait chez elle à Garfield Heights après avoir acheté des fournitures. En tournant dans sa rue, elle ralentit, un camion de déménagement de location était garé en plein milieu de son allée. Elle gara sa voiture sur le trottoir d'en face et traversa la rue. La porte de son garage était grande ouverte. Blitt avait utilisé le code que Bellamy lui avait donné après l'arrivée des premiers cartons, pour qu'elle puisse venir chercher ce dont elle avait besoin sans avoir à coordonner leurs emplois du temps. Ce code était censé faciliter le retrait des affaires, pas l'apport de nouvelles. Bellamy s'arrêta au bord de l'allée. Le mari de Laurel se tenait à l'arrière du camion de location, le rideau métallique relevé jusqu'au toit. À l'intérieur, Bellamy reconnut exactement le surplus qui avait été envoyé dans l'appartement de Wendell et Blitt en mars, 7 cartons lourds, plusieurs sacs poubelles noirs bien remplis et la bibliothèque en panneaux de particules gondolées. La petite victoire qu'elle avait obtenue avec les vêtements de bébé humides n'avait pas magiquement changé les habitudes du reste de la famille. À présent que le garage de l'appartement devait être vidé, le garage de Bellamy avait de nouveau été désigné comme la solution, avant même qu'on ne lui ait demandé son avis. Le mari de Laurel saisit le premier carton lourd par les côtés, pivota hors du plateau du camion et se dirigea vers le garage ouvert. Avant que sa botte ne puisse franchir le seuil en caoutchouc, Bellamy se posta directement devant lui. Le mari de Laurel réajusta sa prise sur le lourd carton, penchant son poids vers l'avant. « Non, » dit Bellamy. Elle posa fermement le pied sur le seuil en caoutchouc. Rien d'autre ne rentre. Il s'arrêta. Le bord inférieur du carton reposait contre sa ceinture. Ses sourcils se froncèrent dans une légère confusion et il regarda par-dessus son épaule en direction du camion. Blitt contourna le véhicule côté passager, tenant son sac à main contre sa hanche. « Belle, ton père veut que notre garage soit vidé avant les grands froids. » Elle désigna d'un geste le camion ouvert, où la bibliothèque en panneaux de particules reposait à plat à côté des sacs poubelles remplis. Cette bibliothèque ne rentrera jamais en sécurité dans 900 pieds carrés, et nous devons rendre ce camion avant midi. Nous avons juste besoin d'un endroit sûr pour ce chargement pendant que ton père et moi décidons de ce qu'on va en faire. Bellamy garda les mains le long du corps, rien d'autre ne rentre dans le garage. Le visage de Blitt se durcit, on a déjà loué le camion. Bellamy ne dit rien. L'appartement fait 900 pieds carrés. On ne peut pas tout mettre là-bas dedans. Bellamy répéta, rien d'autre ne rentre dans le garage. Blitt poussa un soupir exaspéré, et qu'est-ce qu'on est censé faire du camion, alors ? La question resta suspendue dans l'air frais de cette fin de septembre. Bellamy s'entendait déjà proposer le garde-meuble de Brook Park Road. Elle pouvait donner l'adresse à Blitt. Elle pouvait dire au mari de Laurel de la suivre jusque-là. Elle pouvait absorber l'intendance une fois de plus et transformer cette confrontation en un nouveau service rendu. Sa bouche s'ouvrit, puis se referma. « Je ne sais pas », répondit-elle. Ces mots lui firent plus peur que le refus lui-même. Elle sentait son cœur battre dans sa gorge. Elle serra les lèvres et laissa le silence s'installer. Le mari de Laurel regardait de l'une à l'autre, attendant une consigne. Blitt fixa longuement Bellamy. « Remets-le dans le camion », lui dit-elle enfin. Il fit demi-tour. Le lourd carton reglissa sur le plancher métallique du camion. Il rabattit le rideau de fer dans un grand fracas et enclencha le loquet. Blitt monta côté passager et claqua la portière. Elle repartit sans le simple au revoir qui signalait d'ordinaire que les liens familiaux restaient intacts. Bellamy resta dans l'allée jusqu'à ce que le camion disparaisse au bout de la rue.
Puis elle retourna dans le garage. Les anciens cartons occupaient toujours le sol. Empêcher cet nouveau carton et une bibliothèque d'entrée n'avaient pas retiré une seule des affaires qui s'y trouvaient déjà. Si elle s'arrêtait maintenant, il suffisait aux autres d'attendre. Bellamy changea le code du garage. Elle n'annonça pas la modification. Puis elle entra chez elle, sortit son téléphone et rouvrit les offres de garde-meubles qu'elle avait consultées plus tôt. Elle réserva un box climatisé de 10 pieds sur 15 en rez-de-chaussée intérieur sur le couloir de Brook Park Road. Le contrat débutait le 1er octobre. Le tarif promotionnel en ligne pour un mois s'élevait à environ $190 tout compris. Le box étant à son nom, le compte et le paiement restaient sous sa responsabilité. Elle ouvrit le dossier contenant les captures d'écran de la discussion de groupe d'où Griff avait écrit « Si je ne peux pas passer, déplace les miennes ». Laurel avait écrit « D'accord, si on ne peut pas venir avant le 15, déplace nos affaires ». Wendell avait autorisé le transfert des cartons parentaux, et Blitt avait fait de même. Bellamy avait l'autorisation de déplacer ses biens. Elle n'avait pas l'autorisation de les vendre, de les donner, de les jeter ou de fouiller dans leur contenu pour décider de ce qui avait de la valeur. Elle allait les déplacer, les mettre en sécurité et les rendre accessibles pour récupération. Rien de plus. Ensuite, elle embaucha une équipe locale de 2 déménageurs avec un camion. Ils lui établirent un devis d'environ $750 pour une intervention locale de 4 à 5 heures comprenant le déplacement, le chargement, le transport et le déchargement. Bellamy fixa des créneaux de récupération où elle pourrait elle-même être présente au garde-meubles, le samedi matin, le mercredi soir suivant, ainsi qu'un créneau supplémentaire le week-end pour Wendell et Blitt. Le 31 octobre restait la date limite définitive de retrait. Elle les retrouverait sur place et ouvrirait le box elle-même plutôt que de leur confier une clé. Si des affaires restaient de façon inattendue après le 31 octobre, son plan de secours personnel consistait à maintenir le paiement du box tout en demandant par écrit à chaque propriétaire ce qu'il souhaitait faire. Elle ne dévoila pas cette solution de secours, afin de ne pas offrir une nouvelle prolongation implicite. Elle retourna au garage et termina l'inventaire par propriétaire. Elle prit en photo l'extérieur et l'état apparent de chaque carton. Les affaires de Griff restèrent ensemble. Celles de Laurel restèrent ensemble. Les 6 cartons d'archives de Wendell et Blitt restèrent ensemble. Elle nota les objets fragiles sans ouvrir les cartons scellés. Nolan passa après son travail et vit la feuille d'inventaire imprimée. Quand Bellamy lui expliqua ce qu'elle comptait faire, il regarda vers le mur de carton. « Tu veux que je vienne t'aider à porter des trucs avant que l'équipe n'arrive ?»« Non, » répondit Bellamy. « Les déménageurs professionnels s'en chargeront. » Nolan hocha la tête, « D'accord. » Il n'insista pas. 48 heures avant le déménagement, Bellamy envoya un dernier appel purement factuel au groupe, les déménageurs sont réservés pour samedi. Rien ne sera vendu, donné ou jeté. Si vous souhaitez récupérer quoi que ce soit avant le transfert, prévenez-moi d'ici vendredi soir. Personne ne vint. Personne ne retira l'autorisation de transfert déjà accordée. La veille du déménagement, Bellamy s'assit devant la lueur de son ordinateur portable et fit le compte des dépenses, le loyer de l'atelier, $2850, les déménageurs, environ $750, le garde-meuble d'octobre, environ $190. Soit un total d'environ $3790 de frais directs majeurs. La commande de la boutique refusée, d'une valeur de $3200, était un chiffre d'affaires brut qu'elle n'avait jamais encaissé, elle ne l'ajouta donc pas. La réparation du joint de garage relevait de l'entretien ordinaire de la maison. Elle ouvrit un nouveau message adressé à sa famille. Elle commença à taper, le rendez-vous manqué de mai, le piano en juin, le loyer de l'atelier, la commande de gros refusée, le 15 septembre, le camion. Elle relut le paragraphe, puis le sélectionna et l'effaça entièrement. Le déménagement n'exigeait pas que sa famille valide ses calculs. Le lendemain matin, le camion de déménagement entra dans l'allée. « Commencez par ici, s'il vous plaît », dit Bellamy en désignant le mur de gauche. Le plus grand des 2 déménageurs bascula l'imposant sac de hockey en toile de Griff vers l'arrière et le porta vers le camion, tandis que son collègue glissait un diable à roue en caoutchouc sous les 3 lourds cartons de cours et de manuels universitaires. Bellamy se tenait sur le côté, un porte-bloc appuyé sur l'avant-bras. Elle vérifiait les étiquettes blanches par rapport à son inventaire, un carton, un deuxième, un troisième, le sac de hockey. Chaque fois qu'un diable franchissait le seuil, une pointe d'appréhension serrait la poitrine de Bellamy. Les objets eux-mêmes semblaient appelés à l'indulgence,
la table de griffe pourrait peut-être avoir de la valeur un jour. Laurel avait conservé ses vêtements de bébé pour une bonne raison, les cartons de ses parents renfermaient des décennies d'histoire familiale. Pendant des mois, la solution de facilité avait été de laisser chaque décision en suspens jusqu'à ce que son propriétaire se sente prêt. Les déménageurs ne se souciaient de rien de tout cela. Ils vérifiaient simplement qu'un carton était étiqueté, qu'il était solide, et demandaient où Bellamy voulait le placer. L'équipe passa ensuite au lot de Laurel. Les montants du berceau durent être rassemblés et entourés de fils étirables pour éviter qu'ils ne se séparent. La lourde poussette double refusa de se replier complètement, ses roues en plastique butant contre le châssis du diable. Vint ensuite le piano numérique endommagé. Il fallut les deux hommes, l'un prit une extrémité du meuble, l'autre la seconde. Ils le portèrent de côté à travers l'ouverture du garage et descendirent l'allée. Il revint ensuite chercher les pieds démontés et le pédalier. Bellamy cocha chaque élément sur son inventaire. Les deux cartons de vêtements de bébé intacts suivirent, le contenu du troisième carton endommagé avait déjà été récupéré en août. La table et les chaises démontées de griffes partirent à leur tour. Bellamy nota leur départ d'un trait net. Elle ne fit aucune remarque au déménageur sur la valeur réelle d'une restauration de ces meubles, ils ne lui appartenaient pas. Enfin, les hommes atteignirent les 6 cartons des parents. Bellamy les avait clairement étiquetés au nom de Wendell et Blitt. Elle ne tenta pas de les ouvrir pour répartir 35 ans de devoirs d'école, de photographie, de vaisselle de mariage ou de décoration de Noël entre ses 4 frères et sœurs. Ces archives restaient sous la responsabilité de ses parents. À mesure que les hommes travaillaient, le sol en béton semblait s'élargir. Pendant des mois, le garage n'avait été qu'une suite de passages étroits et encombrés. Désormais, le sol gris réapparaissait entre les groupes d'affaires, formant des rectangles de plus en plus vastes. La poussière et les résidus de carton dessinaient les contours exacts des endroits où les boîtes avaient reposé tout le printemps et le long était humide. Manquait notablement à l'appel la bibliothèque en panneaux de particulier les 7 cartons supplémentaires du logement de Wendell et Blitt, ces objets n'avaient jamais franchi le seuil. Pendant une brève pause où les déménageurs réorganisaient l'intérieur du camion, Bellamy s'adossa au cadre de la porte du garage. Elle sortit son téléphone de sa poche et ouvrit la discussion de famille. L'écran était silencieux. Une tentation soudaine la saisit, elle pouvait tout écrire maintenant, exposer tous ses arguments une dernière fois et envoyer le message avant le départ du dernier carton. Bellamy déverrouilla son clavier, le pouce en suspens. Puis elle reverrouilla l'écran et remit le téléphone dans sa poche. Les déménageurs revinrent. Vers le centre de la pile restante se trouvait le carton des papiers de Blitt, dont le côté était toujours renforcé par le ruban adhésif que Bellamy avait posé des semaines plus tôt. Elle se souvint de la lettre pliée qui avait glissé, sa mère se plaignant à sa propre mère des cartons encombrant un sous-sol. Bellamy laissa le carton exactement tel quel. « Madame » demanda le grand déménageur en désignant un carton marqué en rouge. « Celui-ci est marqué fragile. »« C'est le service de porcelaine de mariage » dit Bellamy en s'avançant. « Merci de le garder bien droit et de ne rien poser de lourd par-dessus. » Il acquiesça. Le dernier carton des parents monta dans le camion. Le rideau arrière s'abaissa dans un claquement métallique. Pour la première fois depuis la première semaine de mars, l'intégralité du sol en béton de 10 pieds sur 20 était visible. Le camion de déménagement quitta l'allée, son moteur résonnant dans la rue résidentielle. Bellamy se dirigea vers le coin du garage et prit un balai de cantonnier à poil dur. Seule dans le calme retrouvé, elle balaya les fibres de carton, les gravillons incrustés et les feuilles mortes vers la porte ouverte. L'équipe payée s'était chargée des charges lourdes, le reste n'appartenait plus qu'à elle. Elle marcha en ligne droite depuis la porte intérieure de la maison jusqu'à l'allée, puis fit demi-tour. Plus de poussettes, plus de cartons, plus de meubles qui l'obligeaient à se faufiler de biais. Elle leva brièvement les bras, elle ne toucha rien. Près de ses chaussures, les légères traces collantes de l'adhésif bleu d'origine étaient toujours visibles sur le béton. L'emplacement de la table de découpe avait survécu sous le bric-à-brac. Bellamy ferma la maison à clé et prit la route familière vers Brook Park Road pour retrouver les déménageurs au centre de stockage climatisé. La transition se fit de manière strictement pratique. Elle se tint à côté du rideau métallique ouvert du box de 10x 15 pieds, pointant chaque élément sur son inventaire. Les cartons, le sac de hockey et les meubles de griffe allèrent à gauche. La poussette de Laurel, les barrières de lit, les 2 cartons de vêtements, le piano, les pieds et le pédalier furent placés au centre. Les 6 cartons d'archives de Wendell et Blitt allèrent à droite.
La porcelaine de mariage resta bien droite, dans une position stable, à l'écart de tout objet lourd. Les lots restèrent bien séparés afin que chaque personne puisse récupérer l'intégralité de ses affaires sans que Bellamy n'ait à manipuler les effets personnels de qui que ce soit. Elle régla les déménageurs via l'application de l'entreprise. Après leur départ, Bellamy photographia les 3 sections distinctes et abaissa le rideau métallique. Elle le verrouilla à l'aide d'un lourd cadenas en acier. Les affaires n'étaient plus chez elle. Pour qu'elle revienne, il faudrait désormais qu'on lui demande son accord et qu'elle donne un nouveau « oui ». La seule négligence familiale ne suffirait plus à les réinstaller chez elle. Au bungalow de Garfield Heights, la lumière de la fin d'après-midi s'étirait sur l'allée. Bellamy composa le nouveau code sur le clavier extérieur. La porte de garage s'éleva dans un grondement mécanique. Constatant que le nouveau code fonctionnait, elle entra et appuya sur la commande murale. La porte descendit, rien n'obstruait les rails. Elle ne commença pas immédiatement à réinstaller son atelier chez elle. Pour l'instant, disposer d'un espace de travail vide et sécurisé lui suffisait. Debout dans la cuisine, Bellamy ouvrit le groupe familial et rédigea un unique message concis. Tout ce qui se trouvait encore dans mon garage a été transféré dans le garde-meuble mentionné dans mon message de septembre. Rien n'a été jeté. Je n'ai constaté aucun nouveau dommage extérieur pendant le transport. Le box est payé jusqu'au 31 octobre. Je serai sur place le samedi suivant de 9h à 11h et le mercredi de 18h à 20h. Papa et maman peuvent convenir d'un rendez-vous supplémentaire le week-end. La récupération est entièrement gratuite. Chaque lot doit être retiré par son propriétaire avant le 31 octobre. Le garage est désormais mon espace de travail. Elle se relut une fois. Elle ne s'excusa pas. Elle appuya sur « Envoyer ». Bellamy ouvrit la porte intérieure et entra dans le garage vide. L'atelier loué de Brook Park existait toujours pour le reste du mois d'octobre. Les relations familiales étaient froissées. L'argent qu'elle avait dépensé ne serait jamais récupéré. Tout cela était indéniable. Mais le sol vide devant ses yeux l'était tout autant. Quelques heures plus tard, Laurel laissa un message vocal. Sa voix était aiguë, tremblante d'une frustration essoufflée face aux contraintes logistiques imposées par le garde-meuble. Bellamy écouta le message jusqu'au bout, debout devant son évier de cuisine. Elle ne rappela pas pour la rassurer. À la place, elle lui envoya un message, « Tes affaires sont en sécurité. Le samedi suivant ou le mercredi me conviennent tous les deux. » Le samedi matin, Bellamy déverrouilla le box pour le mari de Laurel. Il arriva dans la même camionnette de prêt qui avait servi à livrer le piano en juin. L'arrière avait été vidé pour le chargement. Bellamy se tint près de la porte en acier pendant qu'il sortait les montants du lit, la lourde poussette double, les 2 cartons de vêtements intacts, le corps du piano abîmé, les pieds détachés et le pédalier. Bellamy prit l'autre extrémité du piano pour l'aider à le porter jusqu'à la camionnette. Lorsqu'il repartit, la section de Laurel dans le box était totalement vide. Bleed garda un silence complet pendant 3 jours de plus. Le mardi après-midi, un unique message apparut, « Je pensais pouvoir compter sur toi. » C'était un bref écho de le rappel précédent. Bellamy ouvrit son clavier. Elle commença à taper un texte justifiant les frais d'atelier engagés, puis l'effaça. Elle répondit, « Tu peux compter sur moi. Tu ne peux simplement pas utiliser mon garage comme débarras. » Elle ne rouvrit pas la négociation. Le lendemain soir, Griff vint chercher ses affaires. Il arriva avec les sièges arrière de son SUV rabattu à plat. Il chargea d'abord les 3 cartons, puis le sac de hockey. Il hésita un long moment devant l'ensemble table et chaises démontées, avant de finir par entraîner les éléments vers son véhicule. Le désagrément physique que Bellamy avait absorbé depuis mars lui incombait désormais. Lors du rendez-vous fixé pour le week-end, Wendell arriva dans son crossover, les sièges arrière rabattus. Il porta le 5e carton vers sa voiture et revint chercher la vaisselle de mariage en dernier. Il resta un instant silencieux à côté de la section vide du box, se frottant la nuque d'une main. « On aurait dû s'en occuper plus tôt, dit-il. » Bellamy le regarda. Wendell jeta un coup d'œil vers l'espace dégagé, « Tu nous avais prévenus. » Puis il souleva le carton de vaisselle et le porta dehors. Avant le 31 octobre, le box était entièrement vide. Bellamy vérifia que rien n'avait été oublié, résilia le compte et rangea le reçu de clôture avec sa feuille d'inventaire imprimée. L'arrangement de stockage temporaire était terminé. Le garage restait le sien. Chez elle,
Elle nettoya la légère trace d'eau sur le sol en béton, inspecta le nouveau joint inférieur et effectua un nouveau test d'arrosage dirigé vers le seuil. L'intérieur resta sec. Ce soir-là, Nolan remonta l'allée en tenant une perceuse sans fil. « Où est-ce que tu veux l'établir » Bellamy désigna le mur de gauche. Ils le fixèrent solidement en place. Nolan recula en s'essuyant les mains, ça paraît plus grand sans les affaires de tout le monde. À la fin du mois d'octobre, le bail de Brook Park Road arriva à expiration. Bellamy réinstalla son atelier à la maison. La deuxième chambre redevint un bureau et un espace de stockage pour les patrons. Le garage récupéré lui offrait enfin la surface de production continue dont elle avait besoin depuis le premier jour. Il n'y eut pas de miracle pour remplacer la grosse commande qu'elle avait dû refuser, pas d'afflux soudain de nouveaux clients, seulement le gain concret d'une capacité de travail et la fin d'un double loyer. Tandis que le radiateur électrique attitré bourdonnait doucement au-dessus de sa tête, Bellamy travaillait à sa table de découpe sur une nouvelle série de sacs en toile à livrer avant la fin de la semaine. À la mi-novembre, Laurel appela. « Maman pense que tout le monde a besoin d'un peu d'espace cette année, dit Laurel en privé, et je suis d'accord pour qu'on fête Thanksgiving en petit comité. » Bellamy comprit le sous-entendu. Elle laissa la conversation se terminer sans demander à être invitée. Quelques jours plus tard, Nolan mentionna qu'il s'était porté volontaire pour une demi-journée de travail pendant la fête et qu'il avait déjà dit à Laurel de ne pas lui garder d'assiette. De l'autre côté de la clôture, Corliss raconta que son fils allait passer la fête dans sa belle famille. Bellamy commanda à l'avance une poitrine de dinde préparée, de la purée et des petits pains au supermarché Giant Eagle, et alla les chercher le mercredi. Le jour de Thanksgiving dans l'après-midi, Nolan passa après son service et Corliss les rejoignit un peu plus tard avec une tarte aux pommes maison. Ils dînèrent tous les trois autour de la table de Bellamy, prolongeant le repas autour d'un café bien après que les assiettes eurent été débarrassées. À un moment, Corliss évoqua la couverture que Bellamy lui avait confectionnée à partir des chemises de son défunt mari. « J'utilise cette couverture presque tous les soirs, dit Corliss. Depuis que tu me l'as apportée en août. Je ne t'ai jamais vraiment remercié pour l'avoir faite exactement comme il fallait. » Bellamy sourit, « J'en suis très heureuse. » Ce fut un Thanksgiving en petit comité, mais sans aucune gêne. Personne ne chercha à combler les silences en parlant de la famille de Bellamy ou en demandant ce que Blitt pouvait bien faire à l'autre bout de la ville. Après le départ de Nolan et Corliss, Bellamy lava les dernières assiettes et essuya le plan de travail de la cuisine. Son téléphone était posé non loin, aucun nouveau message de Blitt. Avant d'aller se coucher, elle ouvrit la porte du garage. Ses machines à coudre, son étagère à tissu, son poste d'emballage et sa table de découpe se trouvaient exactement là où elle les avait imaginées des mois auparavant. Bellamy resta un instant sur le seuil, contempla son espace de travail silencieux, et sourit.